Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ça va être un peu différent, je ne vais pas parler d'un sujet technique trop précis, mais plutôt faire un petit compte-rendu de la conférence S4 à laquelle j'ai assisté la semaine dernière. Alors cette conférence S4, la particularité c'est qu'elle est dédiée à la cybersécurité DSI industrielle. C'est quand même plutôt rare, il y a très peu de conférences qui ont lieu vraiment avec un focus sur ce sujet. C'est une conférence qui dure 3 jours, ça a lieu à Miami South Beach, c'est plutôt sympa, il a fait très beau évidemment, et c'est un mix intéressant avec d'une part une scène principale sur laquelle il y a plutôt des présentations de haut niveau et ce qu'ils appellent le Stage 2 qui est un tout petit peu plus petit, et là on a plutôt des conférences vraiment bien techniques, et comme on va le voir par la suite. Et donc l'idée c'est de partager un peu les sujets que j'ai trouvé intéressants lors de cette conférence pour cette vidéo. Alors, premier sujet évidemment, je vais parler de l'intervention de ma collègue de Wavestone, Alexandrine, qui présentait, donc le titre en anglais c'est A Tale of Two Very Different Secure ICS Architectures, et la question de base c'est finalement est-ce que les architectures standards telles que je peux les déployer sur une raffinerie ou sur une usine qui a un périmètre bien limité, est-ce que ces architectures de sécurité, elles ont du sens et elles sont possibles pour des SI industriels un peu plus modernes, et notamment pour tout ce qui est les parcs éoliens ou tout ce qui est photovoltaïque. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui ces architectures elles sont compatibles, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, est-ce qu'il ne faut pas changer un peu d'état d'esprit. Alors évidemment, l'idée et la conclusion ça a été de dire finalement si je prends un peu les mêmes principes que pour une usine, mais que je le répète sur un parc éolien où je vais avoir des dizaines voire des centaines de sites, et ça fait une multiplication absolument incroyable du nombre de DMZ, du nombre d'équipements, et finalement ça marche pas, c'est trop compliqué, ça marche pas. Donc il faut faire des choses un peu plus modernes, et notamment elle évoquait l'emploi de technologies de SD-WAN, donc de Software Defined WAN, qui permettent de s'affranchir d'un certain nombre de complexités, notamment de repasser par le SI d'entreprise pour sortir sur Internet par exemple. Évidemment, ces nouvelles architectures, elles ont des risques qui sont un peu différents, et donc dans cette approche, ce qui était intéressant, c'était la vision classification des sites. Finalement, est-ce que j'ai les mêmes risques sur une éolienne que sur une raffinerie? Évidemment, la réponse est non. Ce qui permet de se dire, j'accepte ces architectures qui peuvent paraître un peu différentes ou un peu moins sécurisées, même si c'est discutable. En tout cas, on peut les accepter aussi parce que le contexte, notamment de sûreté, fait qu'on a moins de risques qui sont portés par ce type d'industrie. Donc ça, c'était évidemment très opérationnel et très intéressant. Deuxième sujet, c'était sur CSAF. Donc c'est un sujet qui est lié à la gestion des vulnérabilités. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Il y aura sans doute une vidéo dédiée à CSAF. Et donc le sujet de départ, c'est quoi? La problématique, c'est les bulletins de sécurité, qui peuvent être au format HTML, PDF, TXT, qu'on doit récupérer parfois sur le site de l'éditeur, parfois qu'on va recevoir par mail, qu'on va recevoir d'un CERT, qu'on paye pour nous envoyer des bulletins. Donc tout ça c'est très compliqué, et beaucoup de travail manuel pour la lecture et la récupération des informations. Et au regard du nombre de vulnérabilités qu'on a chaque année, donc sur un parc standard dans un environnement industriel, ça, le faire à la main, ça devient très très compliqué, ça prend énormément de temps. Donc l'idée de CSAF, c'est quoi? C'est de se dire, je veux définir un format standard, et c'est ce que est CSAF, c'est un standard ouvert qui permet de décrire en fait une vulnérabilité au format JSON. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est que c'est lisible, c'est machine readable, j'aurais tendance à dire. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir des outils qui vont automatiquement parser ces données et pouvoir vous aider dans la gestion de ces bulletins de vulnérabilité. Dans un monde idéal, on aurait donc un logiciel en tant que client qui va aller récupérer directement ces bulletins, soit chez un agrégateur comme un CERT par exemple, soit un fournisseur à qui on fait confiance, donc par exemple son éditeur d'automates. Ensuite, une fois qu'on récupère toutes ces informations, on va faire un matching par rapport à l'inventaire pour savoir quels sont les équipements que l'on a qui sont concernés par cette vulnérabilité. Et ensuite, on peut utiliser la méthodologie dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, SSVC, qui permet, avec un arbre de décision, de se dire celle-là, je vais la patcher ou pas, celle-là, je la patcherai plus tard, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment, sur tout le process et le workflow de traitement des vulnérabilités, d'arriver à avoir un peu plus d'automatisme, un peu plus de rigueur aussi, qui est apporté par le côté automatisme de l'approche.
Et donc ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce format, il est déjà utilisé par Siemens. Donc si vous allez sur le site de Siemens, en tout cas sur le site du Product Cert de Siemens, tous les bulletins de vulnérabilité sont déjà disponibles dans ce format, ce qui permet de commencer, en fait, je pense, à s'outiller. Et je suis très confiant dans le fait que l'automatisation et la standardisation de ces informations, c'est le seul élément qui va permettre, on va dire, de faciliter la tâche des gens qui doivent traiter ces bulletins. Ensuite, un autre sujet un peu technique, présentation de la part de Nozomi, ça s'appelait PLC EDR, donc Endpoint Detection and Response. Alors, le titre était un peu bizarre parce que finalement, c'est pas quelque chose qui tourne sur les endpoints et ça fait pas de détection et pas de la réponse. Donc j'ai trouvé l'idée un peu bizarre. En revanche, très intéressant. L'idée de cette conférence, c'était de montrer qu'on pouvait prendre le fichier d'un automate Rockwell, le programme d'un automate Rockwell, donc là par exemple c'est du ladder, on prend ce fichier, on va le faire passer dans une moulinette en Python, qui va avoir une compréhension de ce langage ladder, et ensuite, nous en tant qu'utilisateurs, on va pouvoir utiliser des requêtes pour voir si on pouvait arriver à certaines situations. Donc là, l'exemple qui est donné, on voit la requête, c'est motor up et motor down. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut être dans une situation où l'automate va donner à la fois l'instruction au moteur de tourner dans un sens et dans l'autre. Ça, évidemment, ça donne une condition qui n'est pas déterminée. Donc il n'y a rien de pire dans un système automatisé que de se dire, ben voilà, j'ai deux consignes contraires qui ont lieu en même temps, donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Probablement, ça va mal se passer. Et donc, grâce à cette requête, on va pouvoir analyser le programme de l'automate et se dire soit il n'y a pas de traces, donc c'est-à-dire il n'y a aucun chemin qui mène à cette situation, soit il y a des traces et voici lesquelles, et voici dans quelle situation précise on peut arriver à cette situation. Donc ça c'est super intéressant, je me demande si c'est pas quelque chose qui est déjà fait dans certaines analyses de sûreté ou dans certaines analyses de code d'automate de sûreté. En tout cas le principe est vraiment super intéressant, avec un deuxième aspect qu'ils ont appelé equivalence checking, que moi je comprends plutôt un peu comme faire un diff, c'est-à-dire analyser la différence entre deux programmes. Par exemple, j'ai fait une analyse de mon premier programme, je fais une mise à jour parce que je veux rajouter une condition à un endroit. Est-ce que finalement en faisant ça, j'ai pas créé de nouvelles situations un peu bizarres? Et du coup, c'est vraiment comparer les deux pour se dire, si ça passe ce test, je suis confiant dans le fait que mon programme automate, il n'a pas été modifié de manière considérable et en tout cas, je n'ai pas rajouté de situations potentiellement dangereuses. Donc là encore, vraiment super intéressant, j'ai trouvé en termes de contenu. Malheureusement, c'est des choses qui sont propriétaires et donc qui sont pas diffusées. Conférence suivante, aussi très intéressante, c'est un cas qui s'est passé en Allemagne. Donc des consultants ont été appelés par des responsables de bâtiments qui ont dit, bah voilà, on a un problème, on a un bâtiment qui est plutôt automatisé, avec technologie de type KNX, donc qui est utilisé plutôt dans la domotique, voilà, c'est le terme que je cherchais, plutôt dans la domotique, mais également dans des bâtiments un peu plus grands. Et donc ils étaient incapables de gérer les lumières, la ventilation, le chauffage, les volets, etc. Donc situation plutôt embêtante. Donc les consultants arrivent et, on va dire, investiguent. Et ils se sont rendus compte, en essayant de dialoguer sur le réseau KNX, que finalement il y a une fonctionnalité qui était très peu connue, mais qui avait été implémentée. Et c'est ce qu'ils appelaient la clé BCU. Donc c'est une sorte de fonctionnalité de sécurité. Une fois que cette clé elle est définie, on ne peut plus dialoguer avec un équipement, par exemple un interrupteur qui va gérer des lumières, ou plutôt avec l'équipement qui va recevoir la consigne de l'interrupteur. On ne peut plus communiquer avec lui si on ne connaît pas cette clé. Donc c'est une fonction de sécurité, c'est une sorte d'authentification, c'est rien de terrible. Le problème c'est que là dans le cas de ce bâtiment, cette clé elle n'avait jamais été paramétrée, et donc elle avait été paramétrée par un attaquant, et donc les opérateurs légitimes du bâtiment n'étaient aucunement en mesure d'agir sur le bâtiment. Le problème c'est que cette clé, c'est pas évident de la récupérer, il n'y a pas de fonctionnalité pour faire ça évidemment, comme il n'y a pas de fonctionnalité pour récupérer un mot de passe une fois qu'on l'a défini. Et même d'un point de vue physique, en allant sur les équipements, ils n'étaient pas vraiment en capacité de retrouver la clé. Donc situation très complexe, donc ils se sont dit, avec un peu de chance, on va réussir à récupérer la clé en piratant un des équipements. Donc ils en ont essayé plusieurs. Il se trouve qu'il y a certains équipements qui étaient moins sécurisés que d'autres, ce qui leur a permis d'extraire leur mémoire de manière matérielle, en se connectant directement sur la puce de mémoire. Et ensuite, comme ils n'avaient aucune idée de l'endroit où pouvait être stockée cette clé, ils ont
ils ont essayé toutes les clés possibles avec une fenêtre glissante sur la mémoire. En fait, ils auraient pu faire un brute force, mais le brute force aurait été trop long. Cette fonctionnalité d'authentification, elle est plutôt bien faite dans le sens où ça prendrait des années et des années de tester toutes les clés. Par contre, en prenant toutes les séquences qui peuvent exister dans la mémoire de l'équipement, finalement on réduit le champ des possibles, et donc avec ça ils ont réussi à brute forcer cette clé. Par chance, la mémoire était donc présente, la clé était présente en clair en mémoire, et par ailleurs c'est la même clé sur tous les équipements. Donc une fois qu'ils ont trouvé cette clé sur les équipements peu sécurisés, ils ont pu utiliser les outils légitimes pour la changer sur l'ensemble des équipements. Évidemment, si l'attaquant avait choisi de mettre une clé différente par équipement, ils auraient été obligés de changer physiquement les équipements, et ça, le coût avait été évalué à plus de 100 000 euros. Donc c'est une situation qui n'est pas isolée. En Allemagne, il y a plusieurs bâtiments qui ont subi ce type d'attaque. Alors c'est pas des rançons, on ne demanderait pas des paiements en bitcoin ou en crypto-monnaie, c'était simplement de la nuisance. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme présentation pour savoir comment ils ont pu tirer d'affaire, on va dire, ce bâtiment. Présentation suivante, ça va reparler automate, et là c'est une présentation de Gloria Cedillo de Dragos, qui a développé une bibliothèque logicielle pour les automates Rockwell, qui permet on va dire, de faire de la détection, pas uniquement d'événements cybersécurité, mais d'événements métiers qui peuvent avoir un lien avec la cybersécurité. Et ça c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est très proche de certains éléments qui sont mentionnés dans le top 20 des Secure PLC Coding Guidelines auxquels j'ai participé. Et j'ai moi-même fait quelques tests sur des choses différentes que j'ai présentées à une conférence qui s'appelle ICS JWG, qui avait lieu il y a 2 jours, donc je pense que la vidéo sera bientôt publiée. Et je représente ça à la conférence du SANS sur les SI industriels début juin. Donc là, c'était sur une autre technologie d'automate, et ce qui est intéressant dans ce qu'a présenté Gloria, c'est que c'est vraiment une bibliothèque, donc c'est quelque chose qu'on peut réutiliser sur chaque automate, il n'y a pas besoin de refaire le code à chaque fois. Et en utilisant différents types d'informations, des variables internes de l'automate, on arrive à détecter un certain nombre de choses, notamment la position de la clé. Comme vous le savez peut-être, sur certains automates, il y a une clé physiquement, il y a une serrure et une clé sur l'automate qui permet de dire soit je suis en run, soit je suis en remote, soit je suis en programme. Si la clé est sur programme, c'est-à-dire on peut programmer l'automate à distance. Ça, normalement, dans un monde idéal, ça n'arrive pas tous les jours, donc normalement, la clé, elle devrait être sur run. Donc, savoir que quelqu'un est en train de faire des modifs ou que quelqu'un peut faire des modifs sur l'automate, c'est peut-être une information qui est intéressante à remonter dans le cadre d'une supervision sécurité. Donc ça, je trouvais que c'était très très intéressant. Et donc voilà, j'ai parlé du key switch. Il y avait aussi la modification du programme en calculant une sorte de hash, détecter quand on download un programme, donc dans le monde de l'automatisme, un download, c'est quand le programme va du PC de programmation vers l'automate, et aussi détecter quand quelqu'un est connecté. Donc je trouve que le principe de créer une bibliothèque pour faire ça est très intéressant. Et malheureusement là aussi c'est pas des choses qui sont publiées ensuite, c'est du savoir-faire propriétaire pour Dragos, mais l'idée est intéressante et je suis sûr qu'il y a plein d'automaticiens qui pourraient s'en inspirer pour implémenter ça et le rajouter dans leur bonne pratique de développement. Autre élément, alors là on rentre vraiment encore plus dans la technique de chez Claroty, sur la compromission d'automates Siemens, vraiment très intéressant, recherche qui date de 2020 mais qui a seulement été présentée aujourd'hui, en faisant beaucoup de rétro-ingénierie, à la fois sur le logiciel TIA Portal et à la fois sur le firmware des automates. Ils ont réussi à bien comprendre le fonctionnement de qu'est-ce qui se passe quand je download un programme automate de TIA Portal vers l'automate. Et ils ont réussi à comprendre aussi comment fonctionnait le système d'exploitation qui s'appelle Adonis, système d'exploitation temps réel qui tourne sur les automates Siemens. Et donc leur but, c'était à partir du code applicatif d'arriver à remonter dans le kernel pour pouvoir exécuter un shellcode. Donc pour faire ça, ils se sont dit tiens, on va utiliser des fonctions légitimes dans le code qui permettent de copier, des données en mémoire d'une zone vers une autre. Donc ça, évidemment, dans un monde normal, il y a des vérifications qui sont faites, et donc on ne peut pas copier dans n'importe quelle zone, et on ne peut pas directement copier dans le kernel. En revanche, ils ont réussi, en faisant de la rétro-ingénierie dans le firmware, à identifier certaines fonctions qu'ils pouvaient abuser et qui n'étaient, elles, pas protégées, contrairement à la majorité des autres fonctions, pour pouvoir copier le code un peu n'importe où, ce qui leur a permis de prendre la main directement sur l'automate, donc d'exécuter un shellcode au niveau du kernel de l'automate, ce qui permet évidemment de faire plein de choses, mais notamment ce qui peut permettre de manipuler directement les valeurs des entrées-sorties de l'automate
sans modifier le code. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment, quand on a ce niveau de compromission de l'équipement, c'est potentiellement difficile à détecter et ça veut dire qu'on peut avoir l'impression que tout va bien, alors qu'en fait l'état réel de l'automate n'est pas du tout l'état affiché dans le SCADA. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Les failles ont été corrigées évidemment par Siemens, mais je trouve que la démarche était très intéressante. Évidemment, je n'ai pas parlé de tout. Il y avait plein d'autres conférences que j'ai appréciées, plein d'autres événements. Il y avait un sujet d'1h30, je crois, hein, sur le PLC Top 20, donc les 20 mesures de sécurité dans la programmation d'un automate. Il y avait un sujet très intéressant sur EVOS, un sujet que je ne connaissais pas trop. Donc c'est un système d'exploitation dédié pour les équipements Edge, donc équipements Edge qui font en général le lien entre le cœur du SI industriel et l'extérieur. Il y avait une conférence sur les certifications de produits de type ISA Secure, qui vont certifier des produits par rapport à la 62443 3.3 ou 4.2 si je dis pas de bêtises. Une conférence de Joe Slowick aussi sur le chiffrement des flux dans les SI industriels. Finalement, est-ce qu'on doit chiffrer pour assurer de la confidentialité ou est-ce qu'on doit seulement authentifier pour permettre de la visibilité si on fait du monitoring réseau? Ça c'était intéressant aussi. Et puis ensuite, tous les événements un peu à côté. Donc évidemment, il y a une soirée de réception qui a lieu au Jardin Botanique qui est vraiment super. Il y a un CTF organisé par Tenable cette année. J'ai participé un petit peu parce que vu le prix du ticket, je souhaitais quand même plutôt suivre un peu les conférences qui étaient là, mais c'était plutôt très bien fait. Et puis évidemment, les événements un peu à côté comme Beer Isaac, principalement qui consiste à se retrouver soit dans le jardin d'un hôtel, soit dans un bar pour échanger de manière un peu plus informelle devant une bière ou une boisson sans alcool, évidemment. Donc c'était vraiment très intéressant. Je regrette pas d'y être allé. C'est un peu la conférence de référence sur la cybersécurité des SI industriels. J'y serai sans doute l'an prochain. Les dates pour l'an prochain, c'est du 14 au 16 février. Ça a un peu changé puisque finalement ça change de localisation parce que le théâtre habituellement qui est utilisé, il est en rénovation. Donc voilà pour mon petit compte rendu. J'espère que ça vous a intéressé et peut-être qu'on se verra là-bas l'an prochain.